Je m'appelle Yasmine Benazé. J'ai 37 ans et c'est un mardi de novembre, 22h17 à la pendule de la cuisine, quand j'entends pour la première fois en 3 ans le bruit de 2 pieds nus sur le carrelage du couloir. Je suis en train de plier un torchon en lin écru, taché de café, que j'ai lavé 2 fois cette semaine. Je l'ai déjà plié en 4, je suis en train de le plier en 8, je sens la chaleur du radiateur derrière mes mollets. Je sens l'odeur du bouillon de poireaux que j'ai laissé refroidir dans la cocotte parce que mon beau-père Robert n'a pas voulu manger ce soir, et j'entends ses 2 pieds. Pas le bruit d'une roue de fauteuil, pas le bruit traînant d'une jambe valide qui compense. 2 pieds, pleins. Je ne me retourne pas tout de suite. Je finis mon torchon. Je le pose dans le tiroir du bas, celui où je range les torchons depuis 8 ans. Je referme. Et j'entends Robert, mon beau-père, 72 ans, prétendument hémiplégique du côté droit depuis 3 ans, dire à mon mari Cédric, dans le couloir, à voix très basse, « Bon, c'est le moment. » Je me retourne. Et c'est là, exactement à cette seconde, que je comprends que je l'attendais depuis 11 mois. Je m'appelle Yasmine Benazé, j'ai 37 ans, je suis infirmière libérale à Saint-Cyr-sur-Loire, et la phrase que mon beau-père vient de dire dans le couloir n'était pas pour moi, mais c'est moi qui vais finir ce qu'elle commence. Avant de te raconter comment ce mardi-là s'est terminé, écoute, parce que pour comprendre, il faut remonter 3 ans en arrière, à un soir d'octobre où j'ai fait la pire bonne action de ma vie. Si tu regardes cette histoire en cuisinant, en conduisant, en pliant ton propre linge, prends une seconde pour mettre un like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite, et dis-moi en commentaire d'où tu m'écoutes et quelle heure il est chez toi. J'aime savoir qui est là. Maintenant, laisse-moi t'emmener au début. J'ai grandi à Carcassonne, dans un T3 du quartier Saint-Jacques, fille d'Henri Benazé, instituteur de CM2, et de Nadia, femme de ménage à l'hôpital. Mon père est mort d'un AVC quand j'avais 19 ans. 6 ans avant qu'il tombe, à 11 ans, j'avais remarqué qu'il faisait semblant d'être fatigué pour ne pas avoir à monter les escaliers du collège où il accompagnait ma sœur Inès. Personne ne m'avait cru. J'avais appris ce jour-là que voir avant les autres ne sert à rien si on ne sait pas quoi faire des preuves. À 22 ans, j'étais infirmière, diplômée de l'IFSI de Montpellier, payée par bourse plus job de nuit en aide-soignante. À 29 ans, j'avais épousé Cédric Maréchal, ingénieur en bureau d'études près de Tours, à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, un samedi matin de juin, sans grande cérémonie, parce que sa mère Hélène venait de mourir d'un cancer du sein et que personne n'avait le cœur à la fête. À l'époque, son père Robert était déjà veuf, déjà installé dans son appartement de Tours au-dessus d'une boucherie, déjà à signer des factures sans rien dire à personne. Je n'avais rien remarqué de bizarre. Cédric m'avait présenté son père comme un homme à part, qui ne montre pas, bourguignon par sa mère, ligérien par son père. J'avais pris ça pour de la pudeur. Dans ma famille à Carcassonne, on ne montrait pas non plus. Je connaissais, je croyais. Pendant 5 ans, on a vécu, Cédric et moi, dans une maison de 92 mètres carrés à Saint-Cyr-sur-Loire, acheté 320 000 € avec un prêt sur 25 ans. Je faisais ma tournée d'infirmière libérale, 12 patients par jour, secteur Tours-Nord, spécialité plaie chronique et accompagnement post-AVC. Cédric rentrait à 19 h, on dînait, on regardait un documentaire, on dormait. On a essayé d'avoir un enfant. J'ai fait une fausse couche à 23 semaines, un mardi de mars, à l'hôpital Trousseau, et on n'en a plus jamais reparlé à voix haute. C'était notre manière à nous d'être français, je crois. Ne pas dire et faire semblant que ne pas dire suffisait. Et puis un dimanche soir d'octobre, il y a 3 ans, Robert s'est effondré dans son appartement de Tours en allumant la télévision pour le journal de 20 h. La voisine du dessous a entendu le bruit. Les pompiers sont venus. AVC sylvien gauche, hémiplégie droite, aphasie partielle. À l'hôpital Bretonneau, j'ai pris le compte-rendu en main. Cédric pleurait dans le couloir. J'ai tout lu, en infirmière. J'ai vu le pronostic, j'ai vu la liste des soins, j'ai vu l'ordonnance de sortie. Et quand l'assistante sociale a parlé d'EHPAD, j'ai dit non. J'ai dit qu'on pouvait l'accueillir.
Cédric m'a regardé comme si je venais de lui sauver la vie. Robert a hoché la tête, lentement, depuis son lit médicalisé, et il m'a dit, en articulant difficilement, « Yasmine, vous êtes une bonne fille. » Je n'admettrai jamais ça à voix haute, mais à ce moment-là, j'ai été flattée. Voilà, je l'ai été. Une infirmière de 34 ans, formée pour voir derrière les mots, et j'ai été flattée par un compliment de 4 syllabes d'un homme qui venait de comprendre qu'il avait trouvé sa place. C'est cette flatterie-là, ce demi-sourire intérieur que j'ai eu en sortant de la chambre 412 de Bretonneau, qu'il me reproche encore aujourd'hui, parce que c'est par là qu'il est entré. Pendant 8 mois, j'ai tout fait. Le lever à 6 heures, la toilette au lit, le tour des escarres, les exercices de Bobat pour la motricité, les compléments de protéines, les rendez-vous chez le kinésithérapeute 3 fois par semaine, les bilans neurologiques chez le médecin traitant le docteur Lemoine, les démarches pour la PA, le dossier MDPH pour la AH partielle pendant la phase critique, l'aménagement de la salle de bain du rez-de-chaussée avec barre d'appui et lit médicalisé. Tout. J'ai tenu un carnet Clairefontaine vert, format 14/22, dans lequel je notais chaque jour les amplitudes articulaires, les Glasgow modifiés, les douleurs au repos, les variations de TA, les seuils de fatigue, les humeurs. Carnet que je rangeais le soir dans la poche intérieure de mon sac de tournée et que personne ne lisait jamais, sauf moi. Au début, les progrès étaient réels, lents, propres. Dactylographie médicale propre. Et au mois 9, un mardi de juin, à 16h22, je suis rentrée dans la chambre de Robert avec son goûter, une compote pomme-coin, et je l'ai vu, par l'embrasure, tendre la main droite vers la télécommande sur la table de nuit. Pas la main gauche, la droite, avec une préhension fine, avec une rotation du poignet que je n'avais jamais documentée chez lui. J'ai inspiré, j'ai posé la compote, je suis entrée. Au moment où je suis entrée, il a fait tomber sa cuillère. Le geste était trop rapide pour être maladroit. C'était un geste pour effacer le geste précédent. J'ai ramassé la cuillère, je lui ai souri, j'ai dit que ça arrivait. Le soir même, dans mon carnet vert, j'ai écrit 11 juin, 16h22, préhension droite fine et fluide observée, dissimulée par chute volontaire de couvert. À surveiller. Et si on t'a déjà fait sentir, à toi qui regardes, que ta gentillesse était une fonctionnalité, pas un cadeau, juste une fonctionnalité dans la vie de quelqu'un d'autre, je crois que tu vas comprendre tout ce qui suit. Si ça résonne déjà chez toi, mets un like, abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, laisse-moi continuer. Cédric, à l'époque, est devenu plus doux qu'il ne l'avait jamais été. Il me préparait du thé le soir. Il me massait les épaules sans que je demande. Il me disait « Tu es admirable ». Je n'admettrai jamais ça à voix haute non plus, mais le mot « admirable » m'a refroidi. C'est un mot qu'on dit aux gens dont on est en train de prendre quelque chose. Sa sœur Sandrine, qu'on voyait 2 fois par an, est venue un dimanche de novembre. Elle a regardé Robert dans son fauteuil, elle a regardé Cédric, elle a regardé moi, et elle a dit, en buvant son café, « C'est dur pour toi, Yasmine. C'est admirable ce que tu fais. » Encore le mot. Je me suis dit qu'il était devenu un mot de famille. À ma sœur Inès, infirmière à Toulouse, je n'ai rien dit du mois 9. Pas tout de suite. Inès est plus pragmatique que tendre. Elle aurait fait quelque chose. Et je n'étais pas prête. Je voulais voir. Je voulais comprendre la forme entière avant de bouger. C'est mon défaut le plus profond, je crois, cette patience qui ressemble à de la douceur et qui n'en est pas. Au 14e mois, en rangeant les ordonnances dans le classeur Leitz noir du bureau, j'ai trouvé un certificat médical signé d'un docteur Pellerin, à Tours, dont je n'avais jamais entendu parler. Le docteur Lemoine, notre médecin traitant, n'apparaissait plus depuis 6 mois. Cédric s'occupait des rendez-vous lui-même, pour me soulager, et classait les papiers dans un dossier dont la clé était sur son trousseau. Ce soir-là, il avait laissé le dossier ouvert sur le bureau, parce que Robert avait sonné dans la chambre.
Cédric s'était levé, avait laissé la pièce. J'avais 14 secondes. J'ai pris mon téléphone, j'ai photographié la première page du certificat. Une seule. Et je l'ai envoyée sur un cloud séparé, sous un mot de passe que personne dans cette maison ne connaissait. Cédric est revenu, il a refermé le dossier, il m'a souri, il m'a demandé si je voulais une tisane. J'ai dit oui. Verveine. Pendant les 6 mois qui ont suivi cette photo prise en 14 secondes, j'ai vécu dans une maison qui sentait 2 odeurs en même temps. L'odeur du bouillon de légumes que je préparais à Robert tous les soirs, et l'odeur, plus discrète, du papier que j'apprenais à lire en silence. Le silence dans une maison française, quand il s'installe, ne ressemble pas à la paix. Il ressemble à l'odeur de cire d'abeille sur un meuble qu'on n'utilise plus, à la lumière dorée d'octobre qui passe à travers les volets fermés à mi-hauteur, à la cloche de l'église Saint-Julien qu'on entend trop bien parce que personne ne parle dedans. Je faisais ma tournée le matin, je rentrais à 13h, je préparais le déjeuner de Robert, je le faisais manger, je le couchais pour la sieste, je repartais pour les soins de l'après-midi, je revenais à 18h, je sortais Robert dans le jardin si le temps le permettait, et Cédric rentrait à 19h. On dînait, on regardait Arte, on dormait. Le calme parfait. Et pendant ce calme, des choses se sont mises à apparaître dans ma périphérie, comme des marques sur un mur qu'on finit par voir parce qu'on a lavé le reste. Sandrine, la sœur de Cédric, a appelé un dimanche pour dire qu'elle avait croisé une ancienne collègue de papa qui lui avait demandé des nouvelles du procès. Cédric a coupé court. J'ai noté la date. Une voisine, Madame Foulon, qui promène son caniche le matin, m'a dit un jeudi en passant « C'est gentil quand même, Yasmine, de garder votre beau-père comme ça. Mon mari disait que les maréchals, c'était pas des gens à laisser aller en maison. » J'ai souri. J'ai noté. Au cabinet du docteur Aubertin, ma kinésithérapeute pour mon dos qui me lâche depuis 10 ans à force de porter des corps, l'assistante m'a dit, en remplissant un papier « Bénazé ? Ah, on a un maréchal aussi, en bilan à domicile mensuel. Robert, vous le connaissez ?» Je suis restée 30 secondes sans répondre. Robert n'allait plus chez aucun kiné depuis 8 mois. C'est ce qu'on m'avait dit à la maison. Je suis sortie du cabinet, je suis montée dans ma Clio, je suis restée 11 minutes assise sur le parking, les mains sur le volant, à regarder la pluie de novembre tomber sur le pare-brise. J'ai allumé la radio. Je l'ai éteinte. J'ai démarré. À ma sœur Inès, ce soir-là, j'ai écrit un SMS que je n'ai pas envoyé. « Inès, je crois que je vais faire une bêtise. » J'ai effacé le message. Je l'ai réécrit en plus court. « Inès, j'ai besoin que tu viennes ce week-end. » J'ai effacé encore. Je n'ai rien envoyé. Je suis rentrée. J'ai préparé le bouillon de Robert. C'est une chose qu'il faut que je dise, parce que sinon tu ne comprendras pas. Il y a eu un moment, dans cette histoire, où j'ai presque appelé Cédric à son bureau pour lui dire « Je sais ». Pas tout, juste « Je sais ». Pour voir, pour qu'il bouge le premier. C'est la chose la plus stupide que j'ai failli faire dans ma vie d'adulte. Et ce qui m'a arrêtée, ce n'est pas la prudence. C'est une phrase de Cédric, prononcée 3 jours plus tôt, à voix très basse au téléphone dans le couloir, quand il croyait que j'étais dans la salle de bain. « Papa, on attend. On attend. Je te dis qu'on attend. » Une seule phrase, 3 fois le même verbe. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un calendrier, que ce n'était pas une dérive. C'était une stratégie. Et qu'attendre, pour eux, voulait dire quelque chose de précis. Je n'ai pas appelé Cédric. Je suis rentrée le soir, j'ai dit que j'avais mal au dos, je suis montée me coucher tôt, et j'ai pleuré sans bruit dans l'oreiller pendant exactement 4 minutes, chronométrées, parce que c'est tout ce que je m'autorisais. Puis je me suis lavé le visage à l'eau froide. J'ai ouvert mon carnet vert. J'ai écrit « Cédric à RM, téléphone couloir, 21h47. On attend. 3 fois. » J'ai refermé. J'ai dormi. Le mois suivant, fin février, c'est l'objet qui est arrivé. Une lettre recommandée avec accusé de réception, format A4, envoyée par maître Élise Lévesque
Étude L'évêque Garnier, Tours Centre, à mon nom à moi, Yasmine Benazet, épouse maréchal, à l'adresse de Saint-Cyr-sur-Loire. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai su parce que j'ai retrouvé l'avis de passage de la poste dans la corbeille à papier de Cédric. Pas dans la poubelle. Dans la corbeille, celle qu'il vide lui-même le vendredi. Il avait signé à ma place. La signature ne ressemblait à la mienne que de loin. Trop carrée, trop propre. Cédric a la signature d'un ingénieur. Moi, je signe en oblique. J'ai toujours signé en oblique, depuis le bac. J'ai pris l'avis. Je l'ai photographié. Je l'ai remis dans la corbeille exactement comme je l'avais trouvé. Je n'arrête pas de penser à ce que ça veut dire quand quelqu'un utilise ton amour pour lui comme une arme contre toi. Quand il sait précisément à quelle porte frapper parce qu'il sait que tu vas répondre, parce que tu réponds toujours. Je me demande si tu t'es déjà retrouvé dans une pièce comme celle-là, où tu reconnais un objet familier et tu sais, au même moment, que cet objet a été utilisé pour te trahir. Mets-le en commentaire, je les lis tous. Pendant 3 semaines, j'ai cherché Maître l'évêque sans rien faire d'évident. J'ai vérifié son adresse, ses horaires, ses spécialités. Succession, régimes matrimoniaux, donations. Je n'ai pas pris rendez-vous tout de suite. Je voulais que la rencontre ait l'air d'un hasard. C'est venu, le hasard. Un mardi, je faisais ma tournée chez une patiente très âgée, Madame Roussel, à Tours, dans un immeuble haussmannien, rue Émile Zola. En descendant, j'ai croisé une femme grise qui sortait du cabinet médical du rez-de-chaussée. Tailleur anthracite, chemisier crème, cheveux gris très courts, l'air pressé. J'ai vu la pochette en cuir avec les initiales EL. Je me suis arrêtée. J'ai dit « Maître l'évêque ?» Elle s'est arrêtée aussi. Elle m'a regardé 3 secondes, et elle a dit sans hésiter « Madame Maréchal ». Pas Madame Benazet, Madame Maréchal. Comme si elle me cherchait depuis des mois. On a parlé 3 minutes sur le trottoir. La pluie tombait fine. Elle m'a dit « Je vous avais écrit en février, vous ne m'avez jamais répondu. » J'ai dit « Je n'ai jamais reçu votre lettre. » Elle m'a regardée encore. Elle a sorti une carte, elle me l'a tendue. Elle a dit « Prenez rendez-vous à votre étude, pas chez vous, pas en présence de votre mari. » Et elle est partie sous son parapluie noir. La carte était dans ma poche pendant 2 jours. Je l'ai pris le surlendemain, à 16h, prétexte rendez-vous chez ma kiné. Le bureau de Maître l'évêque sentait l'encaustique et le papier. Le parquet craquait. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a servi un verre d'eau. Et elle a dit, sans préambule, « Madame Maréchal, il y a un acte authentique signé chez un de mes confrères, Maître Caron, étude à jouer les tours, en date du 14 décembre de l'année dernière, qui modifie votre régime matrimonial avec votre mari. Séparation de biens rétroactive. Vous avez signé ?» J'ai dit non. Elle a sorti une copie. Elle a tourné la page. Elle a montré la signature. J'ai regardé. Ce n'était pas la mienne. Pas du tout. Trop carré. Trop propre. La même que sur l'avis de la poste. J'ai posé mes mains à plat sur le bureau. Je les ai senties trembler. Je ne les ai pas cachées. Maître l'évêque a sorti une seconde chemise. Elle a dit « Et maintenant, je voudrais vous parler du testament holographe de votre grand-père par alliance, Monsieur Charles Maréchal, décédé en 1998. Vous n'avez jamais entendu parler de lui, je suppose ?» J'ai secoué la tête. Elle a ouvert la chemise. Et c'est à ce moment précis que ma vie a recommencé, quand une notaire de 58 ans, en tailleur gris, m'a dit qu'un homme mort 22 ans plus tôt, que je n'avais jamais rencontré, m'avait protégé par écrit avant même que je connaisse Cédric. Et avant que j'aie pu lire la première ligne, mon téléphone a vibré. Un SMS de Cédric. 3 mots. « Tu es où ?» J'ai retourné le téléphone face contre la table. Maître l'évêque a haussé un sourcil. Elle a dit « Prenez votre temps. » J'ai dit « C'est pris. » Elle a souri, un demi-sourire à peine. Elle a continué. Le testament de Charles Maréchal, le grand-père de Cédric, mort en 1998 dans une chambre du CHU de Tours, avait été déposé chez son confrère,
puis transféré à l'étude Lévesque en 2009 lors d'une fusion de cabinets. C'était un testament holographe, écrit à la main, signé, daté, 9 pages, conservé dans une pochette en craft. Maître Lévesque l'a ouvert devant moi. L'écriture était fine, droite, à l'encre bleue qui avait pâli vers le brun. Le grand-père y léguait à son fils Robert un tiers de la maison de Saint-Cyr-sur-Loire, la maison où je vivais depuis 8 ans. Cédric ne m'en avait jamais parlé. La maison que nous avions achetée, 320 000 €, était en réalité achetée pour les 2 tiers. Le tiers restant appartenait toujours à Robert depuis 22 ans, en indivision, et c'est Robert qui réglait, en silence, les taxes foncières correspondantes. Cédric ne m'en avait jamais parlé. Maître Lévesque a tourné une page. Elle a posé son doigt sur un paragraphe. Elle a dit « Lisez ». J'ai lu. Le grand-père Charles écrivait, en 1998, qu'il connaissait son fils Robert, qu'il connaissait sa façon de plier les choses pour que les choses lui reviennent, et qu'il ajoutait à son testament une clause spécifique. Si jamais Robert tentait, par manœuvre frauduleuse, falsification de documents, simulation ou pression sur l'héritier direct Cédric, de soustraire la part de la maison à l'épouse légitime de Cédric, quelle qu'elle soit, à quelque époque que ce soit, alors la part en indivision de Robert serait automatiquement et définitivement transférée à cette épouse légitime, par voie testamentaire, sans recours possible. Maître Lévesque a dit « Votre grand-père par alliance avait une mémoire, Madame Maréchal. Il a connu son fils. » J'ai relu 3 fois le paragraphe. J'ai senti mes mains se calmer. Je n'avais jamais rencontré cet homme. Il était mort 7 ans avant que je connaisse Cédric. Et il avait, dans une chambre d'hôpital à Tours, à l'encre bleue qui avait pâli vers le brun, prévu que je puisse vivre. J'ai posé une main sur la pochette en craft. J'ai dit « Je peux avoir une copie ?» Maître Lévesque m'a tendu une enveloppe brune préparée. Elle avait préparé l'enveloppe avant que j'arrive. Elle a dit « Je l'avais préparée le mois où je vous ai écrit. Je suis sortie de l'étude à 17h18. Il pleuvait toujours. Je suis montée dans ma Clio. J'ai posé l'enveloppe brune sur le siège passager. J'ai démarré, j'ai roulé jusqu'au parking du Cher, je me suis garée, j'ai mis le frein à main, et là, dans une voiture grise au bord d'un fleuve gris, j'ai pleuré pour la 2e fois en 3 ans, pendant exactement 4 minutes. Toujours 4. C'est un dosage que j'ai trouvé. Au-delà, on ne s'arrête plus. Et puis j'ai répondu à Cédric. « Désolée, j'avais coupé. Tournée longue. Je rentre dans 1 heure. » Il a répondu « Ok, chérie. » Et il savait. Avant que tout ça ne commence, à un niveau qu'il ne s'avouait peut-être pas tout à fait à lui-même, il savait déjà. Et il n'a pas seulement eu pitié de moi. Son grand-père, lui, avait fait quelque chose. Si ça t'a touché comme ça m'a touché quand j'ai compris qu'un mort de 22 ans m'avait protégé mieux que mon mari vivant, mets un like. C'est petit, mais ça veut dire plus que tu ne crois. Pendant les 11 mois qui ont suivi, j'ai préparé. Pas une revanche, une sortie. Je suis infirmière libérale, je sais ce que c'est qu'un protocole de soins. On ne se précipite pas, on prépare, on documente, on hiérarchise. J'ai tout réuni dans une chemise marron rangée chez ma sœur Inès à Toulouse, dans un placard de sa chambre d'amis, dans une boîte à chaussures bocage marquée « robe d'été ». Inès n'a jamais ouvert. Je lui ai dit que c'était des papiers. Elle a hoché la tête, elle a dit « Ok ». Inès est comme ça. Elle pose les questions quand elle pose les questions. Sinon, elle laisse. La chemise contenait la copie du testament holographe de 1998, la copie du faux acte de séparation de biens du 14 décembre, la copie de l'avis de la Poste signé par Cédric, la photo du certificat médical du docteur Pellerin, 12 captures d'écran de SMS entre Cédric et son père, récupérées discrètement un dimanche soir où il avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine, 6 relevés bancaires du compte joint montrant des retraits en liquide totalisant 14 300 € sur 18 mois sans facture correspondante, et un fichier audio de 42 minutes, légalement enregistré dans le salon où j'étais présente, d'une conversation entre Cédric et Robert sur le calendrier de la guérison
et sur l'opportunité de la laisser reprendre son travail à plein temps avant de bouger. Ce mot, la laisser, m'avait coûté 3 nuits de sommeil. Au mois 9 de mes 11 mois de préparation, c'est-à-dire en juin de cette année, on a eu un dîner du dimanche en famille avec la sœur de Cédric, Sandrine, et son mari Olivier. Robert a demandé à manger à table, la première fois en 3 ans. Il a fallu le transférer du fauteuil à la chaise avec le lève-personne. Pendant le repas, j'ai vu Robert se servir du sel, de la main droite, avec une rotation du poignet fluide, exactement comme au mois 9, 3 ans plus tôt. Quand il a croisé mon regard, il a fait tomber la salière. Cédric s'est précipité pour la ramasser. Sandrine a dit « C'est mieux, papa, c'est mieux !» Olivier, qui n'est pas idiot, m'a regardé. Il n'a rien dit. Il a bu son verre de vin. À la fin du repas, j'ai sorti un cadeau pour Cédric. Un agenda Hermès en cuir bordeaux que j'avais acheté 72 € à Tours. Je le lui ai donné devant tout le monde. Cédric a souri. Il a dit « Tu n'aurais pas dû ». Il l'a ouvert. À la première page, j'avais collé un petit papier de soie sur lequel j'avais imprimé une seule ligne, en très petits caractères, pour que tu n'oublies plus rien d'important, surtout pas le 14 décembre. Cédric a regardé. Il est devenu blanc en 6 secondes. Robert, à l'autre bout de la table, a posé son verre de Vouvray sur la nappe sans dire un mot, lentement, comme on pose une arme. Sandrine a dit « Quoi, le 14 décembre? C'est votre anniversaire ?» J'ai souri. J'ai dit « C'est une date qui compte pour Cédric. » J'ai changé de sujet en demandant à Sandrine des nouvelles de sa fille au lycée. Personne n'est revenu sur le 14 décembre. Sandrine a parlé du bac de français. Robert n'a pas redemandé de Vouvray. Cédric a refermé l'agenda et l'a posé sur la console de l'entrée en partant prendre le café. Je n'admettrai jamais ça à voix haute, mais quand j'ai vu sa pomme d'Adam descendre, j'ai eu, pendant 3 secondes, une envie d'ironie tellement nette qu'elle m'a fait peur. 5 mois plus tard, ce mardi de novembre, 22h17, j'ai entendu 2 pieds nus sur le carrelage. Robert se tenait debout dans le couloir, sans canne, en pantalon de jogging gris, polo bleu marine. Cédric était derrière lui, main dans les poches. Robert m'a regardé comme on regarde une employée à qui on va annoncer la fin du contrat. Et il a dit, en vous voyant, il m'a toujours vouvoyé, lui. « Yasmine, on va devoir parler de la suite. » Cédric a précisé, vite, comme s'il avait répété. « Le mieux, ma chérie, c'est que tu ailles chez ta mère quelques jours, le temps qu'on réorganise. » Robert a ajouté, en croisant les bras. « La maison, c'est compliqué à partager. » Le mot « compliqué » dans la bouche de Robert Maréchal voulait dire « déjà partagé ». J'ai posé mes 2 mains sur le plan de travail de la cuisine. Le carrelage sous mes pieds était froid. La pendule a fait un cliquetis. J'ai regardé Robert. Et j'ai dit, calmement, en vous voyant comme je l'avais toujours vouvoyé. « Vous avez raison, monsieur Maréchal. Il faut parler de la suite, mais pas celle que vous croyez. » J'ai sorti la chemise marron de mon sac de tournée. Et le téléphone de Cédric a sonné, l'écran allumé sur la table, en silencieux, vibrant. Le nom à l'écran, en lettres capitales, c'était « Maître Lévesque ». Cédric a regardé son téléphone. Il a regardé son père. Il n'a pas répondu. Le téléphone a vibré encore 2 fois, puis a coupé. Maître Lévesque savait, parce que je l'avais prévenu le matin même par un SMS d'une seule phrase, que ce mardi-là à 22h, je lui passerais une visioconférence si la conversation glissait dans le mauvais sens. Elle n'a pas eu besoin de visioconférence. Sa sonnerie suffisait. J'ai posé la chemise marron sur la table de la cuisine, à côté du plat à tarte vide. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti, l'un après l'autre, les documents. La photo du certificat du docteur Pellerin. Robert l'a regardé. Il n'a pas bougé. Les 6 relevés bancaires avec les retraits surlignés en jaune. Cédric s'est appuyé au chambranle. Le faux acte de séparation de biens, avec un post-it indiquant la signature falsifiée. Cédric a fermé les yeux.
La copie du testament holographe de 1998, 9 pages, écriture fine à l'encre bleu-brun. J'ai laissé Robert lire. Il a lu lentement, en bougeant les lèvres comme un vieil homme qui n'arrive plus à lire en silence. Il est arrivé au paragraphe de la clause. Il a relu 3 fois. Sa main droite s'est posée à plat sur la table, la main qui ne devait plus bouger depuis 3 ans. Il l'a regardée comme si elle ne lui appartenait plus. Il a dit, à très voix basse, presque pour lui-même, « Le vieux. » Pas « papa », le vieux. Cédric a dit, « Quoi, papa? Quoi ?» Robert a poussé le testament vers son fils. Cédric a lu. Il a fini la première page. Il a posé le papier. Il s'est assis sur la chaise de la cuisine, celle de gauche, près du frigo. Il a mis sa tête dans ses mains. Il n'a pas pleuré. C'était plus calme que des larmes. Robert m'a regardé. Il avait, dans les yeux, pour la première fois depuis 3 ans, un éclat qui n'était pas du contrôle. C'était de la fatigue, la vraie, celle qu'on ne peut pas simuler. Il a dit « Vous avez bien manœuvré, Yasmine. » J'ai répondu « J'ai juste pris des notes, monsieur Maréchal. » Il a hoché la tête. Il a souri d'un demi-sourire qui n'était pas méchant. Il a dit « Mon père m'a connu mieux que je n'ai connu mon fils. » Il y a eu, à cette seconde, un humain dans cet homme. Pas l'antagoniste, l'humain. Un viticulteur de Vouvray devenu propriétaire de Tours, qui avait passé 30 ans à craindre de mourir pauvre et qui venait de comprendre qu'il avait perdu pour avoir trop bien préparé. Ça m'a coûté quelque chose. Pas de la pitié. Une lucidité plus douce que ce à quoi je m'étais préparé. J'ai pris mon sac de tournée, mon carnet vert, ma boîte de gants stérile. J'ai retiré mon alliance en or jaune, je l'ai posée sur la table à côté du testament. Je n'ai rien dit. J'ai mis mon manteau. Cédric a relevé la tête. Il a dit « Yasmine ?» une fois. J'ai répondu « Cédric, c'est fini. » Une seule phrase. Je suis sortie. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai laissée entr'ouverte. La nuit était froide, l'air sentait la cheminée d'un voisin et la feuille morte du tilleul du jardin. Je suis montée dans ma Clio. J'ai démarré. J'ai roulé jusqu'à Toulouse en 6 heures. Je suis arrivée chez Inès à 4 heures du matin. Elle m'a ouvert en pyjama, sans dire un mot. Elle m'a fait un thé. Elle m'a montré la chambre d'amis. Elle a dit « Tu vois, je savais que tu reviendrais. » J'ai dormi 11 heures d'affilée. La suite s'est faite presque sans moi. Maître l'évêque a déposé un signalement à l'ordre des médecins concernant le docteur Pellerin, radiation prononcée 6 mois plus tard, ainsi qu'une procédure pénale pour faux en écriture publique encore en cours. Maître l'évêque a fait notifier au notaire Caron de Jouer les Tours la falsification de signature, l'acte de séparation de biens a été annulé en 4 mois. La clause du testament holographe de 1998 a été activée par voie successorale anticipée. Manœuvre frauduleuse établie. La part en indivision de Robert sur la maison de Saint-Cyr-sur-Loire m'a été transférée. Je n'ai pas eu à me battre. Le papier s'est battu pour moi. Sandrine, la sœur de Cédric, m'a appelé 15 jours après le mardi. Elle m'a dit qu'elle avait su, en regardant l'agenda Hermès du mois de juin, que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé pardon. Pas pour elle, pour son frère. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner pour elle. On se voit, parfois, à Tours, pour un café. Sa mère lui manque. La mienne aussi me manque, d'une façon différente. Robert a refusé de retourner dans son appartement de Tours. Il est en EHPAD médicalisé à la Membrolle-sur-Choisille, depuis 14 mois, dans une chambre individuelle qu'il paye lui-même. Il marche normalement. Il joue à la belote le mardi avec 3 autres pensionnaires. Cédric va le voir un dimanche sur 2. J'ai croisé Cédric une seule fois chez Maître l'évêque, le jour de la signature finale du divorce. Il avait maigri encore. Il m'a regardé. Il a essayé de dire quelque chose. Il n'a pas trouvé. Maître l'évêque a toussé pour le rappeler à l'ordre. On a signé. Il n'y a pas eu de mots. C'est ainsi que j'ai voulu.
Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais besoin que les papiers terminent ce qu'ils avaient commencé. 3 mois après le divorce, j'ai écrit une lettre. Pas pour Cédric. Pour Charles Maréchal, mort en 1998, que je n'ai jamais rencontré. Je l'ai écrite à la main, à l'encre bleue, sur une feuille blanche, dans la cuisine de Saint-Cyr-sur-Loire. Je lui ai dit que j'avais lu son testament, que j'avais lu son écriture, que j'avais compris qu'il avait connu son fils mieux que ses voisins. Je lui ai dit que je m'appelais Yasmine Benazé, que j'étais infirmière, que j'étais née à Carcassonne d'un instituteur algérien et d'une femme de ménage occitane, que je n'aurais jamais imaginé qu'un homme de Vouvray puisse, 22 ans après sa mort, m'offrir le toit que son propre fils essayait de me retirer. Je lui ai dit merci. Une fois, sans cérémonie. J'ai plié la lettre en 4. Je l'ai mise dans une enveloppe que je n'ai pas adressée. Je l'ai rangée dans le tiroir où je rangeais le carnet vert, qui est désormais le tiroir de mes papiers à moi. Inès, ma sœur, est venue passer un week-end le mois dernier. Elle a vu l'enveloppe. Elle ne m'a rien demandé. Elle a juste dit, en buvant son café à la cuisine, « Tu vas bien, finalement ?» Pas une question, une constatation. J'ai répondu, « Oui. » C'est, je crois, la phrase la plus importante que je me suis dite depuis 8 ans. Je ne crois pas qu'on se venge des gens. Je crois qu'on cesse d'en faire partie et qu'on laisse le papier, ou le silence, ou les choses bien rangées, parler à notre place. Les gens qui veulent ta colère, c'est qu'ils en ont besoin pour continuer. Le pire qu'on puisse leur faire, c'est de partir avec le calme intact. Aujourd'hui, c'est dimanche, en septembre, à 18h. La lumière entre dorée par les volets de la cuisine de Saint-Cyr-sur-Loire. J'entends les cloches de l'église Saint-Julien, comme on entend une horloge qu'on a fini par accepter. Je plie un torchon en lin écru, taché de café, lavé 2 fois cette semaine. Je le plie en 4. Je le plie en 8. Je le pose dans le tiroir du bas. Je ferme le tiroir. Je m'appelle Yasmine Benazé, j'ai 40 ans. Et je sais enfin ce que ça fait d'être exactement où je dois être. Si cette histoire est restée avec toi, je veux te demander quelque chose avant que tu partes. Est-ce que quelqu'un t'a déjà silencieusement protégé d'une manière que tu n'as comprise que des années plus tard? Mets-le en commentaire, je les lis tous. Et si tu crois que les gens qui nous voient clairement valent la peine d'être gardés près de soi, même quand ils sont morts depuis 22 ans, mets un like sur cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine histoire et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas invisible.